Bonjour Guillaume Baudin, merci d'avoir accepté cette invitation. Guillaume Baudin, tu es vigneron réalisateur. Les habitués du Club Lamartine te connaissent bien car tu es venu plusieurs fois au festival Écologo pour nous présenter tes films. La clé des terroirs, Insecticide, mon amour, Zéro phyto, 100% bio. Aujourd'hui, quelle est la situation du vignoble français et en Suisse, car aujourd'hui, je sais que tu vis là-bas. La situation des vignobles, depuis la clé des terroirs qui a été tournée en 2011, il y a quand même de nombreux vignerons qui sont passés au bio et même certains à la biodynamie. Donc l'agriculture biodynamique, qui est vraiment un peu, on va dire, expliquée dans la clé des terroirs de manière assez synthétique et assez légère parce que ça peut aller beaucoup plus loin. La situation, ça évolue gentiment. On va pas dire que c'est quand même la folie, mais par contre, le consommateur, lui, a vraiment envie de consommer des vins bio parce qu'il se rend bien compte que le vin étant un produit non nécessaire à la vie, en fait, autant choisir des vins qui sont plutôt sains et avec un certain respect de l'environnement. Et je pense que par le consommateur, on arrive quand même à une tendance vers une transformation de la filière vers le bio. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même une crise viticole qui se trame avec le vin bio qui s'en sort pas si mal. Donc c'est déjà un bon point. Ensuite, alors moi personnellement, je suis avant tout vigneron avant d'être réalisateur. Donc maintenant, je travaille sur un domaine viticole en bio et en biodynamie en Valais. Donc le Valais, ça se trouve dans les montagnes en Suisse parce que ça faisait des années que je voulais retourner sur un domaine et il se trouve que là où je suis, c'est assez grisant parce qu'il y a une vingtaine de... Enfin, nous, on travaille au domaine 20 cépages, mais on a le droit d'en planter 64. On a à peu près 160 parcelles sur 15 hectares. C'est vraiment, il y a plein d'orientations de terroirs différents. C'est assez intéressant en fait à travailler dans ces conditions-là, surtout au pied des montagnes. Moi qui suis un enfant de Haute-Savoie, j'apprécie le fait de pouvoir faire en une demi-heure un tour en ski de rando, par exemple, le Tu as, week-end. tu as choisi la Suisse parce que la France n'était pas prêt à t'accueillir et à accueillir tes procédés ou c'est un Non, il y avait choix? plein de choses qui se passaient. C'est que bon, bah, si je voulais déjà un vignoble en montagne pour pas être trop loin des montagnes, il y avait deux régions viticoles assez proches, c'était la Haute-Savoie et la Savoie. Moi, j'ai un gros problème avec la Haute-Savoie, c'est que bah, il y a 4000 camions qui montent tous les jours au tunnel du Mont-Blanc et qui polluent énormément la vallée de l'Arve. Ce qui n'est pas du tout le cas en Valais, parce qu'il se trouve qu'en Suisse, je vais le faire en français, parce que maintenant j'ai l'habitude de dire 70%, mais là c'est 70%. 70% de tout le trafic de fret qui se passe par le rail. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une autre dimension. Je crois qu'en France, on doit être à 7 ou 8%, et tous les projets sont sabordés de base par les politiques, comme le Lyon-Turin, qui permettrait en fait de mettre énormément de camions sur les trains. Et là, en fait, on se retrouve avec, en Haute-Savoie, toutes les conséquences en fait, qu'on n'aime pas. Alors, soi-disant, ce n'est pas les camions, mais quand on sait qu'il y a 4000 camions qui montent tous les jours au tunnel du Mont-Blanc, évidemment, moi, je suis assez sensible à tous ces polluants. Et c'est vrai que j'ai tendance à saigner du nez en plein hiver quand il y a le stratus. C'est les nuages qui se mettent en fait, ça fait une mer de nuages. Les jours où il y a une mer de nuages, donc on est en altitude, on voit cette mer de nuages. Bah, en dessous, dans la vallée, en fait, on est carrément dans ces polluants parce que ça reste pendant 15, 20, 30 jours. En fait, et tous les polluants sont rebrassés. Moi, je saigne du nez de manière assez régulière pendant cette période-là. J'avais pas envie de revivre ça. C'est pour ça aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis dit pourquoi pas le Valais. Il se trouve qu'il y avait on connaît très peu en France les vins suisses, mais c'est absolument magique en fait le terroir suisse parce qu'il y a enfin, le vignoble du Valais en tout cas a été préservé avec, il y a eu quand même pas mal de subventions pour préserver ce vignoble dans cet état-là, mais il y a énormément de murs. C'est un vignoble qui est magnifique et même si en fait en France on le connaît assez peu. On pense, Et, pour la majorité des Français, ils pensent qu'il n'y a pas de vignes en Suisse, mais là, rien que dans le Valais, il y a 5000 hectares et il y a 15 000 hectares en fait dans la totalité de la Suisse. je sais que tu connais très très bien la Côte d'Or et son vignoble. Euh, c'est meilleur que le Bourgogne ou... On est dans un autre style, c'est-à-dire que j'adore le vin de Bourgogne. J'ai pensé d'ailleurs un jour, j'ai travaillé beaucoup en Bourgogne, mais là on est vraiment sur, on va dire que c'est un vignoble extrêmement escarpé. En termes de beauté, je dirais qu'il y a énormément de murs, des murs qui font jusqu'à 20 mètres de haut. En fait, il y a quelques vignes, il y a à nouveau un mur. Et en fait, tout ce vignoble escarpé, on le retrouve un peu plus dans la côte rôtie, par exemple, pour donner un ordre d'idée.
Euh, donc c'est vraiment différent. Après, on fait pas. Il y a aussi du pinot noir, il y a très peu de chardonnay, mais par contre, on n'est pas du tout sur les mêmes styles de pinot noir. C'est un style qui est un peu particulier. Nous, on a aussi du cabernet sauvignon, du cabernet franc, du merlot. Donc, on a des cépages autochtones, la petite arvine, l'humaine rouge, le cornalin. On a le savagnin du Jura qui s'appelle le païen ou l'aïda. On a le sylvaner également qui s'appelle aussi le Johannisberg. Il y a vraiment une multitude de cépages et d'orientations qui permettent en fait, on va dire qu'en tant que vigneron, de vraiment s'éclater, quoi. Je dis pas que c'est meilleur, je dis juste que c'est assez cool, en fait. En France, on voit que le gouvernement sur l'écologie a du mal. Et on vient de réintroduire des insecticides tueuses d'abeilles. Quelle est la politique en Suisse à ce niveau-là? Alors, ils ont réautorisé en même temps quasiment à nouveau ces insecticides néonicotinoïdes, les mêmes, parce que pour les mêmes raisons, pour la culture de la betterave, on sent qu'il y a un énorme lobby derrière des industries pétrochimiques qui sont là, qui sont bien présents. Par contre, en Suisse, il y a aussi une votation, parce qu'en fait, il y a eu un référendum, donc il y a eu un nombre de signatures qui a été signé, qui a permis en fait qu'une loi soit votée de manière avec un référendum, c'est-à-dire que tout le monde va voter, parce que c'est en fait la démocratie en Suisse est un peu plus démocratique qu'en France. C'est-à-dire que les gens, même s'ils vont pas vraiment voter, en tout cas, ils ont la possibilité d'y aller. Euh, et en fait, il y a vraiment des explications là en ce moment. La prochaine votation qui a lieu, c'est le 28 novembre, c'est sur les multinationales responsables. C'est-à-dire qu'une entreprise suisse, quand elle fait travailler une entreprise à l'étranger, qui a un respect des droits humains qui soit contrôlé de manière un petit peu importante, un peu plus importante qu'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une loi qui est votée par les gens. Donc, les gens, ils vont et puis ils vont voter soit par correspondance avec moins de problèmes, je pense, de décompte que ce qu'on peut voir en ce moment aux États-Unis. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui dans la politique suisse. Et là, il y a une loi qui est en train de se tramer sur l'interdiction des pesticides à l'horizon 2030. Alors peut-être que ça va être un peu décalé dans le temps parce que à cause du Covid, la votation aura lieu peut-être en mars l'année prochaine, peut-être en juin, peut-être. Enfin, tout ça, c'est en train de se décaler petit à petit. Mais le but, c'est d'interdire l'utilisation de pesticides en Suisse et d'interdire dans tous les produits importés, des produits alimentaires importés, qu'il y ait en fait des pesticides utilisés dans la culture, des pesticides chimiques de synthèse. Je précise parce qu'il y en a certains qui vont dire oui, mais dans la bio, on utilise des pesticides. Oui, mais c'est des pesticides qui sont issus du vivant. Est-ce que la Suisse est plus écologiste plutôt, que la France? Je ne pense pas que la Suisse soit particulièrement plus écologique que la France parce qu'il y a notamment des choses qui se font ici. Aujourd'hui, le désherbage des routes, des espaces publics est toujours d'actualité, alors qu'en France, il est interdit depuis justement la loi Labbé. Donc, on voit dans mon dernier documentaire zéro phyto 100% bio. Donc, déjà, il y a, on va dire, 10% de la surface qui est désherbée, alors qu'en France, c'est déjà plus le cas. C'est de travailler de manière complètement naturelle. Ils étaient très en avance, je pense, il y a vraiment une vingtaine d'années en agriculture, avec l'agriculture, une agriculture un peu plus respectueuse des cycles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit qu'il y a, ils sont restés un petit peu sur, je ne me rappelle plus exactement du nom de cette agriculture. J'ai un doute, j'ose pas le dire. Euh, ouais, et en fait, donc ils étaient assez vertueux au départ, et maintenant là, ils se retrouvent pas à la traîne, mais ils sont un peu moins vertueux qu'à une période donnée par rapport à ce qui se fait autour en Europe. Je pense que la bio prend un peu moins de terrain actuellement en Suisse que ce qu'elle a pu faire en termes de pourcentage en France, en Italie. Tu viens de faire référence à ton dernier documentaire Zéro Phyto 100% bio, où tu parlais des cantines et ce côté proximité, surtout dans le milieu rural, de ces vergers qui pourraient donner de la nourriture bio dans les cantines du village. Quelle est la situation? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce que la loi a changé? Et je me rappelle d'une réflexion que tu avais faite au moment de Ecologo. Tu avais dit que en ce moment en France, où il y a 2 ans, le pourcentage de bio qui était sur la cantine, c'était équivalent d'un yaourt.
Pour Euh, le 20% de bio, pour mettre 20% de bio sur un plateau repas, c'était l'équivalent d'un yaourt ou du pain sur le plateau repas, effectivement. Ça correspond à peu près à ça. ce qui m'avait semblé totalement sordide, quoi, en fait, Ouais, ou mais ça, très peu. c'était l'objectif. C'était même pas ce qu'on avait. Ah, c'est même pas ce qu'on avait. Excuse-moi. L'objectif de D'accord. 20% de bio dans la restauration collective, c'était simplement mettre un yaourt tous les jours bio sur le plateau repas. Ça suffisait pour atteindre le 20%. Ah oui, excuse-moi, j'avais un trou dans ma live. Oui, Et là, on n'y était toujours pas. Aujourd'hui, je pense que, je sais pas, j'ai pas trop suivi. Je suis un petit peu les victoires des cantines rebelles, j'ai suivi un tout petit peu, mais j'ai pas plus suivi que ça derrière. Euh, je pense qu'il y en a qui seraient plus à même de répondre que moi par rapport à ce qui s'est passé depuis. On voit que le bio augmente. Toutefois, avec une crise comme le Covid, moi, il y a d'autres choses qui me font peur, c'est qu'il y a des gros groupes, les gros groupes comme Elior ou Sodexo, qui viennent de licencier 2000 personnes chacun parce que les gens ne vont plus à la cantine, que ce soit la cantine pour les enfants, mais aussi la cantine collective pour les entreprises. Donc 2000 personnes, même s'ils sont énormément, je pense qu'ils sont plutôt en train d'essayer de trouver des endroits où ils peuvent gagner de l'argent, et je pense que ce ne sera pas le bio vers quoi ils vont s'orienter tout de suite pour pouvoir fournir des repas. Ils vont essayer de conserver peut-être les emplois. On parle toujours des emplois, de tout ça. Je ne suis pas sûr qu'une période comme le Covid soit favorable à une prise, enfin, à une amélioration en tout cas de la nourriture dans les assiettes des enfants sur, on va dire, les grands groupes qui gèrent toute la restauration collective en France. Sur les petites écoles, je vois toujours toutes les personnes que je suis depuis mes différents je ne sais plus combien, 300 projections que j'ai fait, où j'ai rencontré énormément de monde, et puis je suis allé dans toutes les cantines pour voir un peu ce qui se passait. Ces gens-là continuent de faire un travail exceptionnel, mais on va dire qu'ils font partie des pionniers, on va dire, de toute cette vague qui essaye de travailler avec des produits bio, avec des produits frais, avec enfin, de tout transformer sur place. Ça, tout ça, c'est aussi important. Je pense que le bio, en sachant qu'une fois on a essayé de tout transformer, on essaie de se fournir un peu plus en qualité. Voilà. au moment de la première crise sanitaire en France, on a eu cette expression le monde d'après. Euh, Tu viens d'en faire un peu allusion. Est-ce que pour toi, il y aura ou il y a un monde d'après après, c'est déjà après cette crise sanitaire, première en tout cas. Alors, la crise sanitaire, donc la première, puis la deuxième, parce qu'on a entamé la Ouais. deuxième, euh, d'un point de vue, malheureusement, va avoir des conséquences aussi, une grosse crise économique derrière. Peut-être pas sur les bonnes personnes, malheureusement, parce que c'est une porte ouverte à des géants du commerce en ligne, pour pas les citer, qui vont prendre la place de plein de petits commerces, malheureusement, de proximité. Alors, il y a certains commerces de proximité qui peuvent encore rester ouverts, les commerces alimentaires et tout ça, mais on peut penser aux libraires, on peut penser à toutes ces personnes qui risquent aussi d'en pâtir, les restaurants, qui pourtant faisaient un travail de qualité depuis des années, même en Suisse. J'ai des copains qui avaient mis un peu d'argent de côté sur la première crise sanitaire. Rien que le loyer leur a en fait bouffé, on va dire, le bénéfice qu'ils avaient fait en 2 ans d'ouverture. Ce qui veut dire qu'une deuxième vague va encore compliquer les choses, même si j'espère et je pense qu'ils vont s'en sortir. On est quand même un petit peu à la limite sur plein de petits commerces. Et ça va peut-être remettre quand même en question d'autres choses. Je suis pas sûr que les gens, par contre, soient prêts à la sortie d'une deuxième vague ou d'une troisième vague, s'il y en a une troisième, de ne pas reprendre l'avion. Il y en a plein qui rêvent de reprendre l'avion. Et là, on est plutôt, enfin, je veux dire, il y a énormément moins d'avions qui circulent, il y a moins de trafic, il y a moins de tout ça. Mais il faut voir aussi que voilà, les envies sont toujours les mêmes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui soient prêts à faire un effort de revivre un petit peu plus, avec un peu moins de distance. À voir, hein, j'espère. Moi, j'espère. Mais après, je ne suis pas sûr que ça va influencer énormément une partie de la population. Hier, j'étais pour aller voir un petit peu ce qui se passait sur les pistes de ski de Saas-Fee, comment les gens géraient un petit peu justement une pandémie comme ça, parce que les stations de ski sont encore ouvertes en Suisse. Je voulais voir un petit peu, juste prendre la température un vendredi, parce que je pense que le samedi et le dimanche, il y a plus de monde. Je vois qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas pris l'urgence de porter un masque absolument partout sur une station, où en fait on risque de fermer, clairement. Comme il y en a qui n'ont pas pris conscience que quand on était au restaurant, on essayait d'éviter
d'aller démasquer sur la table d'à côté pour parler avec ses collègues. Enfin, tout ça, parce qu'en fait, finalement, on s'est retrouvé à devoir fermer ces restaurants. Et ceux qui en pâtissent le plus, et ceux qui ont le fait le plus d'efforts, c'est les restaurateurs, les œnothèques, enfin, tous les commerçants. Donc la crise économique risque d'être un peu compliquée. Effectivement, en France, au moment de la première crise sanitaire, les gens sont allés chercher des produits de proximité dans les petites boutiques, pas particulièrement bio, mais en tout cas circuit court. Et il s'avère que après, les gens il y a eu un retour à la normale, on va dire. Et donc, effectivement, on peut penser que ce monde d'après soit quasiment identique, sauf que la crise sociale sera très forte au monde d'avant. Et après, sans aller, il y a aussi quelque chose qui me pose énormément de problème, c'est le milieu du cinéma et de la culture. Parce que là, on parle justement du festival Écologo, qui se passe dans un cinéma. Moi, mes distributeurs Destiny Film on doit avoir une réunion cette semaine pour décider d'une prochaine potentielle date de sortie de mon prochain documentaire. Ah, c'est On un sait scoop. pas. C'est un scoop que tu nous annonces. Donc, Oui, enfin, ça fait un petit ah, moment que c'est en cours. Il y a un financement participatif qui est en cours sur mon site internet qui s'appelle dehu.store. Et tout ça, en fait, c'est en cours. Donc, c'est la suite de la clé des terroirs. Déjà, j'arrive pas à le finir parce que, en fait, cette année, je devais partir en Ardèche en avril, j'ai pas pu. En Italie, en fait, j'y suis quand même allé. J'ai réussi à aller 15 jours cet été en Italie. Là, à nouveau, je devais aller en Ardèche, c'est fermé. Je peux pas vraiment y aller. Ensuite, on ne sait pas quand est-ce que le cinéma va rouvrir. S'il rouvre l'année prochaine en octobre, est-ce qu'un film peut sortir en octobre l'année prochaine sans risquer de se voir les rideaux fermés une semaine après, comme le dernier film de Dupontel, qui avait fait une énorme sortie à 450 000 entrées la première semaine, et puis en fait, fermeture des rideaux, il se retrouve, à mon avis, avec des... Enfin, c'est dommage, enfin voilà. Donc on est... Et puis bon, les cinémas derrière tout ça, j'espère que tous les petits cinémas où j'aime aller vont réussir à passer cette crise. effectivement. Parce que c'est mon gros souci. J'adore le tissu, le réseau de cinéma français, de tous ces petits cinémas que je suis allé voir. Je pense que là, avec les 3 documentaires, j'ai dû aller dans 500 ou 600 cinémas. Je, C'est des je- gens qui sont formidables, enfin, qui ont vraiment envie de montrer du cinéma d'auteur, d'organiser des choses. On voit qu'ils se donnent à fond pour tout. Et là, en fait, quelque part, on leur coupe un peu l'herbe sous le pied parce que ils peuvent plus être ouverts pendant une période qui est un peu trop longue, à mon avis, pour survivre avec la faible économie que ça représente. je peux témoigner que tu as parcouru tous les cinémas de Côte d'Or et de Bourgogne pour présenter tes films. Ça, c'est vrai. Tu es un super réalisateur qui va au contact des gens et qui apporte de très beaux témoignages. Et ça, j'encourage tous les gens qui verront cette interview à aller à ta rencontre parce que vraiment, à chaque fois que je t'ai vu, à chaque fois, ça a été un moment très enrichissant, en tout cas. Euh, C'est le but du prochain documentaire, c'est le sortir au cinéma, même si en fait, aujourd'hui, il vaudrait mieux le sortir en VOD. Mais non, on va le sortir au cinéma. On va faire des projections. Moi, là aujourd'hui, je vis grâce au monde du vin et le but, c'est vraiment de partager ces moments dans les meilleures conditions possibles. On verra dans un an comment ça se passe. Tu as déjà le Euh, nom de ce documentaire ou pas la- encore? ouais, c'est la clé des terroirs, retour aux sources. C'est vraiment une suite en fait, le Bon. sequel. En tout cas, je rappelle, j'en profite, que le piratage nuit à la création. Et voilà, je te donne rendez-vous peut-être bientôt à Dijon pour présenter ton documentaire. Je rappelle les 3 documentaires: La clé des territoires, La Insecticide, clé des mon amour, terroirs. La clé des terroirs, mais pas des territoires, des terroirs, Insecticide, mon amour, Zéro phyto, 100% bio. Ils sont sur les plateformes légales euh, et j'encourage Je à pense les que même regarder. vous pouvez le trouver en russe, doublé en russe, sur les plateformes russes. Si jamais Ouais. vous cherchez vraiment, voilà, en termes de piratage, c'est bon. Moi, j'ai fait j'ai fait ma, voilà, tout est trouvable. Après, si vous voulez rémunérer un auteur, vous pouvez. Ouais, c'est quand même mieux. Merci à Guillaume. Je te dis à bientôt. Merci et à À bientôt, bientôt. Guillaume. Au revoir, Guillaume.